L'invité de cette semaine, Jean-Christophe Goussebert, président de Dax jusqu'à cet été. Oui. Justement, quand on a fait le retour sur le club de Dax sur la saison, on voulait vous interviewer, puis il y a cette annonce qui tombe, votre démission. Qu'est-ce qui s'est passé? Très concrètement, nous avions passé une saison un petit peu difficile avec, comme vous le saviez, un repêchage tardif au niveau de la compétition. Et puis donc derrière, il a fallu travailler d'arrache-pied pour maintenir une équipe sportivement digne de ce nom pour évoluer en Pro D2. Et pendant cette saison, nous avons travaillé avec mes équipes pour constituer un projet pour nous permettre, je dirais, derrière de donner un cap enfin à ce club. Donc c'est vrai qu'on espérait être sauvé plus rapidement sportivement. Ça n'a pas été le cas puisqu'on a quand même bénéficié, ce qui est quand même aussi, même si c'est une mesure administrative, du fait que Tarbes a été relégué administrativement, mais parce que justement Dax avait encore une comptabilité et des comptes sains, a pu valider malgré tout son sauvetage en Pro D2. Et c'est vrai que nous avions identifié les moyens nécessaires pour permettre à Dax et au club de se maintenir et de vraiment valider de manière un peu plus pérenne son avenir en Pro D2. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, il était un petit peu difficile au club de pouvoir accompagner ce projet. Et nous avons décidé, mon équipe et moi, de laisser la place, je dirais, parce que c'est toujours difficile de s'accrocher à la présence d'un club alors qu'on sait qu'on n'aura pas les moyens entre guillemets, de ses ambitions. Et voilà, c'est un peu mon trait de caractère, je suis quelqu'un d'entier et je ne sais pas faire quand justement on n'a pas la possibilité d'aller dans le sens où on doit aller. Donc voilà, la transition s'est faite et je suis convaincu que l'équipe qui a pris la succession va s'appuyer quoi qu'il en soit sur mon travail, parce qu'on a laissé bien sûr tout le fruit de notre travail et donc il n'y a plus qu'à continuer, je dirais, cet effort et qui restera malgré tout une belle expérience pour nous, quoi qu'il en soit. Vous parlez de trait de caractère, du coup cette décision, elle est décidée avant, c'est-à-dire que si jamais le projet n'est pas accepté, vous vous dites bon ben on ne pourra pas faire donc on s'en va, ou bien c'est la déception de la décision qui vous fait dire bon ben non, ce n'était pas un coup de tête, hein. Je dirais que la décision, même si c'est jamais facile à prendre, parce que bien sûr que démissionner c'est toujours un petit peu, on peut vous dire que c'est de la fuite en avant ou que c'est ne pas vouloir avoir l'ambition, mais je crois que lorsqu'on veut être aujourd'hui, le rugby est professionnel et lorsqu'on veut se projeter dans ce genre de fonctionnement, il faut être en mesure de donner un cap et de s'appuyer sur une feuille de route, comme dans toute entreprise. Et c'est vrai que moi personnellement, chaque fois que dans mon parcours professionnel, lorsque je suis arrivé au bout ou lorsque je voyais que je ne pouvais plus trouver de l'épanouissement et en même temps entraîner avec moi une dynamique, je suis passé à autre chose. Donc voilà, donc c'était pas du sine qua non, hein. Je dirais qu'on avait bien mesuré, on avait bien pesé les chiffres, on était prêt à faire des concessions. Et puis voilà, donc il y a eu tout un tas de circonstances qui font que sur lesquelles je me suis exprimé déjà et qui ont fait que on a passé la mer, mais je dirais encore une fois de plus, sans aucune colère à vider des gens, sans aucun heurt, je dirais, verbaux. Voilà, ça s'est fait naturellement, je dirais, entre gens responsables. Est-ce que plus généralement, est-ce que ça ne montre pas aussi la difficulté aujourd'hui d'être un président sans être le principal actionnaire d'un club? Je crois que c'est la difficulté aujourd'hui d'être président d'un club de Pro D2, c'est d'avoir un projet sportif, un projet structurant aussi, qui s'appuie sur à la fois une dynamique commerciale, des structures d'accueil, donc le stade, qui permettent aussi de valider le business. Et je crois qu'effectivement la partie financière est un élément important. Donc de deux choses l'une, soit on a des garants locaux qui sont toujours en capacité à faire, et on sait que la crise économique et notre département et qui plus est la région économique de Dax est un petit peu exsangue à ce niveau-là. Ou alors il faut avoir recours à des partenaires extérieurs, ça existe, à des gens qui ne sont pas dans notre région. Voilà, mais dans quelles conditions peuvent-ils arriver? Comment eux peuvent-ils aussi trouver un épanouissement? Je crois que c'est cette adéquation-là. Après, ou alors c'est gagner au loto, et on ne sait jamais, j'ai encore vu jouer ce soir, on verra bien. Vous proposiez notamment une augmentation sensible du budget, pas énorme mais une petite augmentation. Dax s'est maintenu grâce à Lille il y a 2 ans, il y a eu ce problème de Tarbes cette année. Est-ce que vous pensez qu'avec le budget actuel, c'est pas possible de voir Dax continuer en Pro D2?
Alors, le budget ne fait pas toujours tout, hein, on est bien d'accord. Simplement, l'année dernière, on s'est appuyé sur une donnée très concrète. Hein. Le budget de Pro D2 était un petit peu moyen, était un petit peu faussé avec Lyon qui avait 16 millions d'euros. Et lorsqu'on faisait la moyenne de tous les clubs, on était aux alentours de 5 millions d'euros. D'accord. Donc nous avions besoin au moins d'exister cette année à 5 millions. Notre volonté était d'avoir un minimum un budget de 4,6 millions et nous avions, au gré de nos rencontres, eu l'opportunité d'augmenter ce budget à 5 millions. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, avec le fait que Lyon ne soit plus là, mais le retour d'Oyonnax et de Agen qui ont des budgets aux alentours de 10 millions font que le budget moyen de Pro D2 va être aux alentours de 6 millions. Voilà, bon, la preuve, nos voisins montois sont à 6 millions 2. Donc je pense que la moyenne elle est là. Après, ça ne veut pas dire qu'avec 5 millions on ne peut pas exister. Aujourd'hui, je crois que Dax est actuellement à 4,6 millions. Ça veut dire que ça limite un petit peu les capacités en effectif. Et la DNACG veille vraiment à ce que le budget annoncé permette d'assurer le recrutement. Aujourd'hui, toutes les licences de Dax, les joueurs sont utilisables. On voit bien qu'à Bourgoin, par exemple, 8 joueurs sont bloqués par la DNACG, faute justement de garantie financière. Donc voilà, mais tendre vers un budget de 6 millions, à mon avis, sera obligatoire à terme pour pouvoir exister, mais ce budget va faire qu'en augmentation. En 2007, lorsque Dax était en top 14, lorsqu'il était remonté, le budget était de 7,5 millions. Voilà. Et paradoxalement, on retrouve des clubs comme Biarritz, Perpignan, qui à cette époque-là, Agen, Albi, étaient eux aussi déjà en top 14. Vous voyez, et ça veut dire que voilà, le niveau augmente, le niveau financier augmente, et forcément, le budget doit suivre. On va parler de votre expérience à la tête de Dax. Oui. Est-ce que le travail d'un président de club pro correspondait à l'image que vous en faisiez avant de prendre le poste? Oh, je savais que c'était une fonction qui allait prendre beaucoup d'énergie et être assez stressante à ce niveau-là. Et qui plus est, sachant qu'en même temps, dans les conditions où j'ai été amené à reprendre le club, puisque à l'époque relégué sportivement en Fédéral 1, on a été repêché par Lille. C'est vrai que j'ai passé des fêtes de l'Axe 2015 où j'étais toujours en attente de savoir où est-ce que le club allait pouvoir jouer. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément grand monde qui était, je dirais, à ce moment-là, prêt à reprendre les rênes du club. Bon, j'étais là et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je savais aussi qu'il y avait tout à faire et tout à reconstruire, donc je m'étais, si vous voulez, promis de faire ça, de m'impliquer énormément la première année et d'arriver justement à structurer le club pour pouvoir être non pas moins présent mais plus efficace. Et c'est vrai qu'on ambitionnait dans notre projet d'avoir un directeur général. J'avais mon directeur sportif Jérôme Darrette qui m'a énormément soulagé sur toute la structuration de la partie sportive. Avec mes équipes, on s'occupait du reste, du marketing, de l'animation des partenaires, des abonnés. On avait vraiment fait des audits, on avait fait plein d'enquêtes. Et l'idée, c'est que demain, j'ai un directeur général qui puisse nous aussi nous rendre plus efficaces, nous mettre sur des temps de travail bien ciblés et être sûr que le travail soit fait derrière. Voilà. Mais je savais qu'effectivement, ce serait un peu compliqué. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de moments de stress, beaucoup de moments où on est vraiment secoué. Et les très peu bons moments sont, je dirais, très importants. Et c'est vrai que moi, je me souviens toujours quand même les victoires à l'extérieur, à Aix, à Montauban et le match de Perpignan, les derniers jours, la victoire de Bayonne. Ça a été des moments d'immense bonheur qui viennent malgré tout compenser les dures journées que l'on passe. Justement, dure journée, Dax, club de rugby historique, vous jouez le maintien jusqu'au bout, vous veniez d'arriver. Est-ce que ça trotte dans la tête de se dire « mince, je vais peut-être être le président qui va faire descendre ce club » ? Je crois qu'on n'y pense pas. Jusqu'au bout, on donne tout ce que l'on a, on essaye d'être présent auprès des joueurs. Je crois que la dernière semaine qui avait précédé Perpignan avait été une super semaine. Où j'étais intervenu. Je suis intervenu dans l'année que très rarement parce que j'estimais qu'il y avait un staff, il y avait une direction, un directeur sportif qui vivent au quotidien les joueurs et c'est eux qui font vraiment avancer les choses parce qu'un jour de rugby, c'est pas que le dimanche qu'il faut, pas que le jour du match, c'est tout le reste de la semaine, tout un tas d'éléments qui peuvent venir perturber sa préparation. Mais je verrai dans mémoire cette semaine où on était monté un petit peu en puissance
et avec des mots simples, avec des mots très simples. Mais comme je le dis, j'ai eu la chance de vivre avec ce groupe la frustration et l'incertitude pendant tout un été. J'ai eu la chance de leur annoncer ce jour-là que ça y est, on est en Pro D2. J'ai vécu les mêmes galères, les mêmes angoisses qu'eux, et c'est ce qui a fait que les fois où je suis intervenu, les rares fois, ils ont adhéré. Et donc, on ne pense jamais à ce que on va devenir ou à ce qu'on va faire du club. Mon objectif était de maintenir le club sportivement. On n'y est pas arrivé. Par contre, financièrement, on était dans les coups. On a même fait des économies cette année-là. Donc, ce qui est quand même assez important de le souligner. On est arrivé à équilibrer parfaitement notre budget. Donc, voilà. Donc, mais bien sûr, la descente fait toujours partie du spectre parce qu'effectivement, derrière, on a des revenus en moins. On a forcément derrière malheureusement des décisions à prendre, notamment en termes d'emploi. Un club de rugby, c'est une PME de 80 personnes. Vous travaillez, puisque vous êtes agent d'assurance, oui. Concilier travail, présidence de club, vie de famille, ça a dû être une année qui avait passé à 100 à l'heure. Si j'ai accepté de prendre cette fonction, c'est d'abord parce que mes associés ont été partie prenante en me poussant, je ne vais pas dire ce mot si fort, mais en m'encourageant à prendre ces fonctions. Et c'est vrai que je les remercie, je leur tire un coup de chapeau parce que c'était pas évident, parce que notre association elle est quand même assez récente, mais je crois qu'ils ont bien senti que le club était aussi quelque chose de très important pour moi. C'était pas non plus un vecteur de croissance pour notre business. Je dirais simplement que c'était une récompense et qu'il ne fallait pas que je la laisse passer. Donc à ce titre-là, je les en remercie. Et bien sûr ma vie de famille, mon épouse et mes deux filles. Ma fille qui passait son bac cette année et qui l'a eu. Voilà. J'avais posé la question parce que j'avais lu qu'elle passait le bac. Mais... Voilà, d'ailleurs, je crois qu'on l'a bien fêté en plus. Donc, nous avons effectivement j'ai eu la chance d'avoir à la fois au niveau famille ce soutien important, parce que c'était aussi important dans les moments de doute. Et bien sûr mes associés. J'ai quand même toujours cherché à assumer mon travail pendant cette année-là, parce que ça j'y tenais beaucoup pour mon équilibre personnel également. Et je dois avouer que voilà, je suis revenu au travail avec beaucoup d'envie. Mais bon, voilà, c'est une belle expérience pour nous tous. Vous avez joué à Dax, ça va être une belle fierté quand même de se retrouver à la tête du club. C'est sûr que je crois qu'une des forces de ce club, c'est justement d'avoir la capacité à avoir été un jour joueur, que l'on soit bon, moyen ou médiocre, ou un joueur qui a tout simplement participé à l'école de rugby mais qui n'a pas eu la chance, l'opportunité de jouer en équipe première. J'ai fait quelques matchs, je ne fais pas partie, je dirais, des grands noms de ce club, mais de se trouver le lendemain ou quelques années après en capacité à être à la tête, bien sûr, c'est une belle fierté. Je crois que c'est une des forces de ce club. Et il faut l'accompagner, il faut le pérenniser. Et j'espère demain qu'un minot qui est à l'école de rugby pourra un jour se dire tiens, finalement, je n'ai peut-être pas percé au niveau du sportif, mais je peux demain devenir un des acteurs majeurs du club. Et ça, c'est une belle image de ce club. Je l'ai dit, joueur à Dax. Mais quel est votre parcours de joueur, puis de dirigeant ou entraîneur? J'ai commencé, donc je suis originaire de Castex, donc j'ai joué à Castex. Ensuite, mes années de fac m'ont amené à côtoyer la vie étudiante et naturellement de jouer au Bordeaux Étudiants Club, au Bec, où là c'est aussi un club qui mérite tout le respect, parce qu'avec beaucoup de cooptation d'anciens bécistes qui sont, je dirais derrière, très accompagnants dans la vie professionnelle de chacun. Et puis après, j'ai joué à Dax pendant 9 saisons, avec un petit intermède à Soustons pendant une année. Et pour finir, donc à Saint-Paul-et-Dax, où j'ai stoppé ma carrière en 2003, voilà, donc lorsque le club était en Fédéral 1. Et après dirigeant, vous êtes arrivé comment? Dirigeant, quelques années, 2-3 ans après, où lorsque le club en 2007 est monté en top 14, il fallait structurer un petit peu l'équipe d'accueil, notamment de toute la partie presse. Et donc le club m'avait proposé cette mission que j'ai assumée jusqu'en 2015, l'année avant de passer en être président. On a eu la surprise de vous voir à la fête du rugby cette année à Salis. Vous étiez le seul représentant, seul président d'un club pro. C'est important aussi pour vous de continuer de côtoyer ce rugby amateur? Alors déjà, c'était pas, si pour vous c'était une surprise, pour moi c'était surtout un grand plaisir, parce que déjà moi je suis passé en tant que joueur, je viens de cette base-là. C'est vrai que peut-être aujourd'hui le monde professionnel aseptise un petit peu tout ça, mais je trouve qu'en plus le comité Côte-Basque-Land a quand même la chance d'avoir énormément de clubs professionnels et donc d'avoir un jour ou l'autre côtoyé de près ou de loin, que ce soit les dirigeants ou
puiser au sein de ces clubs formateurs un jeune joueur qui vient gonfler les effectifs. Donc pour moi c'était tout à fait naturel. J'ai passé un excellent moment parce que je trouve que le rugby professionnel doit se ressourcer sur ces journées-là auprès de ces clubs parce que c'est aussi une saine récompense de montrer qu'on compte aussi sur le rugby amateur et qu'il ne faut pas non plus tout le temps nous opposer, même si effectivement dans la gestion d'un club qui soit en Fédéral 3 ou en honneur ou en promotion de série, je dirais ne pas être comparable. Simplement, je dis, le président de ces clubs-là, dites-vous bien, excusez-moi, je suis un peu trivial, mais les emmerdes, ils ont quelques zéros en plus en Pro D2, mais c'est les mêmes, hein, je dirais. Voilà, c'est simplement que pour moi c'était tout à fait naturel. En plus, bon, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Jean Dubasque qui a été mon président aussi à Dax, mon Pierre Camot bien entendu que l'on côtoie au travers des différentes réunions lorsqu'on se croise entre la Ligue et la FFR. Non, je crois que pour moi c'était tout à fait naturel et j'avoue avoir passé un très très bon moment et je ferai en sorte d'y être l'année prochaine. On le voit avec Biarritz cette année qui prend Alexandre Loustono, puisqu'on parle de fédéral et de territorial. Joueur de 23 ans, pas passé par les centres de formation, qui là se retrouve en Pro D2 et qui pour l'instant donne satisfaction. Est-ce qu'on n'a pas oublié d'aller voir ce bon niveau de Fédéral 1 alors qu'on allait souvent chercher, si on allait chercher un Fédéral 1, c'était toujours dans les top clubs de Fédéral 1? Oui, je crois que de toute façon, aujourd'hui, les clubs de rugby ont souvent un peu, maintenant, reviennent un petit peu sur ce créneau-là. Je crois que actuellement, la politique des centres de formation, lorsqu'un joueur ne franchit pas le cap, en général, il rebondit très vite en Fédéral 1. Donc, il ne faut pas se tromper non plus, les clubs professionnels connaissent un petit peu les pédigrés de ces joueurs-là. Sauf que parce qu'ils sont passés dans les centres de formation, sur Adax, à Mont-de-Marsan, avec Bordeaux, et vont entre guillemets prendre du temps de jeu, s'aguerrir et trouver, je dirais, de la consistance en tant que joueur dans ce championnat, et après sont récupérés et reviennent. Donc je trouve que l'exemple de Loustono, qui lui peut-être était passé au travers des mailles de ces centres de formation, est un bel exemple pour Biarritz, qui montre que aussi il est attentif à ce qui se passe sur son territoire. Je crois que Dax l'a montré depuis très très longtemps. On a toujours eu, nous, l'opportunité de récupérer des joueurs. Dernièrement en date, si on prend les plus contemporains, il y a eu Johannaous Aspiazou de Parentis qui a quand même fait une belle carrière à Dax en tant qu'aspirant en formation, puis maintenant il fait les bonheurs de Mont-de-Marsan. Il y a eu Quentin Espiau qui aujourd'hui est talonneur titulaire en top 14 à Pau après une année passée où il a fait quand même 19 feuilles de match et originaire de l'école de rugby de Mugron et récupéré en cadet par l'entente de Dax. Cyril Cazot, pur produit de Saint-Paul et Dax, qui est aujourd'hui titulaire seconde ligne à l'UBB. Cette année, Olivier Clemenzac, pur produit de l'école de rugby de Souston et qui, je dirais, titulaire en équipe première et qui a été international moins de 20. Non, je crois que nos clubs, vous parlez de Biarritz, mais le club de Dax a depuis longtemps intégré que sur son territoire, il se passe des choses très intéressantes et c'est toujours plus facile que d'aller déraciner des jeunes dans d'autres régions. Est-ce que la direction du rugby actuel vous plaît? Vous savez, le club de rugby aujourd'hui, il évolue suivant la société, suivant, je dirais, les attentes des partenaires, des médias. Il faut faire avec, bien sûr que rien n'est parfait. Je pense que la dimension économique prend un tel pas qu'il faudra très vite, à un moment donné, bousculer certains a priori pour justement permettre encore dans nos territoires qui sont malgré tout attractifs parce qu'il fait beau, parce qu'il y a les férias et qu'il y a la mer pas très loin, mais je pense que le potentiel économique resterait un petit peu les moyens de nos clubs et qu'il faudra, je pense, à terme bousculer certains a priori pour envisager des regroupements, pour envisager des équipes de territoire, pour justement continuer à cultiver ces valeurs-là et être compétitifs. Bien sûr qu'on aimerait tous que Dax, Mont-de-Marsan, Bayonne, Biarritz aient des budgets suffisants ou trouvent des moyens pour pouvoir tous figurer les uns contre les autres. On le voit, c'est pas possible, donc il faut faire avec, il faut s'adapter. En plus, quand on voit aujourd'hui le plan stratégique auquel j'ai eu la chance de participer, de travailler, qui vient d'être présenté par la Ligue, maintenant veut un fort développement de rugby, on va dire au-dessus d'une ligne La Rochelle-Oyonnax. Ça veut dire que demain, de nouveaux arrivants vont arriver, de nouveaux potentiels économiques vont arriver, ce qui va mettre à mal nos clubs régionaux.
Voilà, donc je crois que la machine est en route. Se mettre devant, ce serait suicidaire de penser pour l'arrêter. Je crois qu'il faut s'adapter. Et je crois que le joueur de rugby, sa qualité, c'est s'adapter. Donc à nous d'être dans cette position-là. Vous êtes au courant puisque vous êtes témoin de ça. Comment se porte le rugby landais? Le rugby landais aujourd'hui a une locomotive et je pense qu'il depuis 10 ans maintenant prouve que de par ses résultats et de par sa structure, c'est le Stade Montois, qu'on le veuille ou non. Et je pèse bien mes mots parce que en tant que supporter, mais aussi ancien président, j'ai pu apprécier le travail fait par Mont-de-Marsan, qui a su se structurer et qui a su mettre en place une dynamique, que ce soit avec l'association, mais également ses partenaires institutionnels, que sont la ville de Mont-de-Marsan et l'agglomération. Il y a vraiment, je dirais, une vraie volonté d'aider ce club à perdurer dans le rugby professionnel. Dax, on le voit depuis quelques années, nous souffrons. Les maux de notre club sont identifiés parce qu'on sait notre déficit, mais on a toujours su, malgré tout, de par ce passé un peu historique, un petit peu ce qui fait le sel de ce club, rebondir, mais jusqu'à quand et je pense que ce sera un petit peu compliqué. Et puis bon, on voit maintenant Tyros qui malheureusement rentre dans nos rangs, puisqu'ils vont figurer dans une poule de Fédéral 1 qui va être complètement anonyme avec un titre qui ne servira à rien, puisque comme vous le savez, il y a une poule élite qui a été faite et qui va être à l'embryon de ce fameux Détroit. Bien sûr, les autres clubs, que ce soit Ajedmo, que ce soit Pérorade, Saint-Paul-et-Dax qui descend en Fédéral 3, donc on voit bien que... Souston d'ailleurs, vous avez joué peut-être prometteur. Souston qui monte en Fédéral 3, bon, ça veut dire que malgré tout qu'il y a un peu de ressources. Biscarros qui a été également champion de France honneur, bon, ça veut dire que il y a de la place pour nos clubs amateurs, mais je pense qu'à un moment donné, on va vite plafonner en termes de compétitivité. Et je me suis déjà exprimé là-dessus, je pense que très vite, et très très rapidement, il faudra se positionner sur soit on verra les clubs souffrir les uns après les autres, ou alors partir sur un projet ambitieux d'un club du territoire. J'y crois fortement, un club landais qui intégrerait toutes les composantes que je viens de citer, parce qu'il est hors de question de même de dire c'est Dax et Mont-de-Marsan qui vont fixer les règles. Non, je crois que c'est tous les clubs aux alentours qui pourront à la fois continuer d'exister sur un championnat, je dirais, régional ou de fédéral qui répondra à leurs attentes, et par contre donner toutes leurs compétences, qu'elles soient économiques, sportives, au travers la formation, pour justement véhiculer au travers d'eux-mêmes d'un club des Landes toutes les valeurs qui nous vont si bien. J'avais dit un jour, qu'est-ce qui différencie un grand-père tyrossais d'Aqua au Montois au mois de juillet, au mois d'août, hormis la couleur de son foulard, pendant les fêtes de son village et ses belles fériades de ces trois clubs. Il amène son petit-fils au manège, donc vous voyez, on fait tous les mêmes choses. Je crois qu'on aime tous se retrouver sur ces moments-là. Ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ces valeurs qui nous animent communes, pour justement ne pas se lancer dans un club de rugby des Landes. Je crois qu'on a le potentiel et je pense qu'on ne devrait pas attendre trop longtemps pour que quelque chose se déclenche à ce niveau-là. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne année en tant que spectateur du coup de l'US Dax. Voilà, et puis surtout une belle saison aussi assez belle au Ovalie. J'apprécie beaucoup votre travail et je sais que vous êtes aussi un des acteurs de notre sport, donc longue vie à vous et soyez sûrs que nous serons toujours attentifs à vos belles performances vidéo et puis au-delà de ça, les bons moments que nous allons passer ensemble. C'est à mon tour de dire merci. À bientôt, merci.